Bienvenue à Bucarest, en Roumanie. Cette semaine, Real Economy s'intéresse au marché unique, à la mobilité interne en Europe et à son intérêt en termes de croissance. Au programme, le commissaire européen László Andor nous répondra sur la question sensible de la libre circulation des personnes. Au Royaume-Uni, berceau de la polémique, nous recueillerons des témoignages rares de migrants venant de l'Est de l'Europe et nous verrons l'intérêt de faire du commerce avec les nouveaux États membres de l'Est du continent. Après 20 ans de marché unique, on a tendance à prendre pour acquises les libertés qu'il permet. Mais il peut être utile de rappeler ces principes qui visent à assurer la prospérité, non seulement des entreprises, mais aussi des populations. Le marché unique européen repose sur l'abolition de barrières. Il garantit la liberté de circulation. Aujourd'hui, 2,8% des Européens sont des migrants venus d'autres pays de l'Union. La majorité est en âge de travailler, un petit pourcentage étant inactif. Il s'agit d'étudiants ou de retraités. Le marché unique se traduit également par une liberté de circulation pour les biens, les services et les capitaux, des facilités qui font croître le PIB européen de 2 à 3%. Ces libertés et l'absence d'obstacles au commerce ont permis de booster les exportations et l'investissement direct étranger en augmentant les avantages en termes de coûts et la concurrence. Les entreprises disposent d'un marché potentiel de 500 millions de consommateurs. C'est le plus grand bloc commercial au monde. Il représente 20% du PIB mondial. Ce cadre rend les sociétés plus compétitives au niveau mondial et leur permet de recruter de la main-d'œuvre qualifiée dans toute l'Europe. Restent d'importantes entraves, les obstacles administratifs et l'application insuffisante de la législation. La crise a abouti à des débats brûlants sur les migrants qui sont plus de 14 millions à l'échelle européenne. Quittent-ils leur pays pour chercher un emploi ou pour toucher des allocations? Ce dont on parle le plus, ce sont les Roumains et les Bulgares. La majorité vit en Italie, Espagne et Allemagne. Seuls 5% d'entre eux résident en Grande-Bretagne. C'est pourtant là que la polémique est la plus vive. Changeons de perspective avec ce reportage de Giovanni Maggi. La mobilité en Europe, débat animé au Royaume-Uni. Le pays a accueilli 149 000 migrants venus du reste de l'Union en 2012, 209 000 en 2013. Andrei est l'un d'entre eux. Originaire de Bulgarie, ce jeune homme hautement qualifié travaille actuellement entre Londres et Amsterdam après une expérience aux États-Unis. Il rejette les idées reçues sur ses compatriotes ou sur les Roumains arrivant en Grande-Bretagne. Je pense que tout le monde n'a pas la même vision et que souvent les médias influencent les gens. Les uns pensent que les Bulgares et les Roumains viennent ici pour s'emparer des allocations et rentrer chez eux. Les autres apprécient vraiment cette diversité. On travaille dur et vous savez, c'est une opportunité que donne l'Union européenne, n'est-ce pas? C'est l'un de ses principes fondateurs. La mobilité des travailleurs en Europe a crû de manière significative depuis 2010 après avoir connu une forte baisse en raison de la crise. Les pays du sud de l'Europe connaissent un véritable exode. La plupart des migrants à la recherche d'un emploi sont des jeunes avec un haut niveau d'études, un phénomène qui ne va pas sans créer des difficultés dans leurs différents pays d'origine. Ce professeur d'économie nous livre une information quelque peu étonnante au sujet de la potentielle concurrence sur le marché du travail engendrée par l'arrivée de migrants dans leur nouveau pays. Quant à l'impact de l'arrivée de travailleurs qualifiés migrants sur les perspectives d'emploi des natifs du pays d'accueil, contrairement à la théorie économique courante qui dit que ces derniers se retrouvent pénalisés, en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Le phénomène a un coût pour les pays d'origine, en particulier s'ils investissent dans l'éducation. Londres, par exemple, bénéficie de cette fuite des cerveaux de Bulgarie notamment. Les pays d'origine y gagnent eux aussi lorsque ces migrants expérimentés choisissent de rentrer chez eux. Les jeunes migrants rapatrient des fonds dans leur pays d'origine et contribuent à leur croissance économique à hauteur de 3,2 points de PIB en Roumanie, 4,1 points en Bulgarie. Les statistiques montrent aussi qu'ils ont tendance à être davantage embauchés dans le pays qui les accueille. Au siège de l'OCDE à Paris, nous avons demandé à László Andor, commissaire européen chargé de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, son avis sur cette contestation de l'une des libertés fondamentales dans l'Union. L'Union est devenue moins équilibrée en intégrant des pays de l'Est de l'Europe où il y a davantage de gens qui veulent profiter de cette liberté de circulation.
Cela contribue à surmonter les disparités sur le marché européen du travail à l'heure où il y a une forte demande de main-d'œuvre dans les États membres comme l'Allemagne et la Suède et où beaucoup de personnes sont au chômage dans d'autres comme la Grèce et l'Espagne. On ne peut pas passer sous silence cette question de l'immigration qui serait motivée par l'accès aux aides sociales. Que penser des pays comme la Grande-Bretagne et même l'Allemagne qui s'inquiètent ? Quand les gens se déplacent d'un pays à l'autre, il a été largement prouvé que c'est pour travailler. Les allocations, les dispositifs de protection sociale et les États-providence entrent très peu en ligne de compte. La Suède et le Danemark ont des standards beaucoup plus élevés en la matière, alors que ce sont le Royaume-Uni et l'Allemagne qui accueillent la grande majorité des migrants. Dans certains pays, il peut y avoir un écart entre réalité et perception par rapport à la mobilité des travailleurs, en particulier sur le rôle joué par l'attrait pour les prestations sociales. Si on démontre que cela pose un problème majeur, les États membres peuvent bien entendu travailler ensemble pour éliminer les failles qui permettent ces abus en matière de protection sociale. Mais faut-il changer ou renégocier la législation vu que les performances économiques et les systèmes de protection sociale ne sont pas les mêmes selon les pays ? Les services publics de l'emploi peuvent davantage communiquer sur les postes vacants. Les gens qui veulent vraiment partir travailler dans un autre pays pourront mieux savoir avant de partir à quel genre d'emploi ils peuvent prétendre et dans quelles conditions. On doit se doter d'un certain niveau de réglementation ou au moins d'une coordination des systèmes de protection sociale. L'Union doit garantir le fait que si vous partez travailler dans un autre État membre, vous ne perdrez pas une partie de votre retraite, que vos droits sont mobiles et que quand vous prendrez votre retraite, vous pourrez toucher de l'argent des systèmes de retraite de différents pays en fonction du temps que vous y avez passé. Vous voulez dire qu'il faut en quelque sorte coordonner les systèmes de protection sociale de tous les États membres ? On n'a pas besoin d'harmoniser la protection sociale. Les financements disponibles dans le cadre du Fonds social européen sont suffisants d'après moi. Même si on aimerait voir une plus grande harmonisation, on ne peut pas s'occuper du système de chaque pays. La décision revient à chaque individu. Les entreprises devraient aussi avoir la possibilité de recruter dans d'autres pays si c'est ce qu'elles souhaitent. Il ne devrait pas y avoir d'obstacle à cela. Quand on voit ceux qui opposent la liberté de circulation des personnes et la liberté de circulation des capitaux, quel est votre point de vue sur la question ? Il y a des pays qui ont tendance à être source de migration, mais dans le même temps, ils reçoivent des capitaux. Et bien sûr, dans certains pays, on s'inquiète de la trop grande présence de capitaux étrangers. Dans leur propre pays, les gens peuvent penser que les investisseurs, entreprises et entrepreneurs étrangers évincent ceux du pays en question. Donc il faut replacer tout cela dans un contexte plus large. Les disparités entre les États membres seraient encore plus importantes si dans un pays, on bannissait l'une ou l'autre des libertés qui seraient en vigueur dans un autre. On créerait deux groupes, des pays de premier rang et d'autres de second rang. Un taux d'imposition allégé pour les entreprises, il est de 16% ici en Roumanie contre 29,5% en Allemagne, incite les sociétés à exercer leur liberté de circulation en s'installant sur place. L'Union européenne est destinataire de 70% des exportations roumaines. L'Allemagne et l'Italie sont ses plus importants partenaires et les entreprises de ces deux pays ne viennent pas seulement ici pour la situation clé de la Roumanie au bord de la mer Noire, mais aussi pour le faible coût de sa main-d'œuvre qualifiée. La Roumanie est devenue au fil des ans une plateforme d'internationalisation pour l'industrie italienne. Des entreprises de tous les secteurs y ont ouvert des sites de production. Exemple, la société Walter Tosto qui disposait déjà de 7 usines en Italie. La spécialité de cette société qui emploie 450 salariés et affiche un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, les grandes pièces pour les centrales électriques. Cette usine était, il y a 30 ans, l'un des fleurons de la production industrielle roumaine. Aujourd'hui, elle fait partie d'un groupe européen qui concurrence les géants mondiaux du secteur. L'entreprise italienne a acheté ce site de Bucarest il y a 2 ans. C'est dans ces installations aujourd'hui en cours de rénovation que les composants destinés aux centrales nucléaires roumaines étaient construits.
On a décidé d'investir en Roumanie parce que la main-d'œuvre qui se trouve ici nous permet d'être légèrement plus compétitifs. Le fait d'avoir la possibilité de produire ici, de fabriquer des produits différents de ce que nous fabriquons en Italie, est un avantage précieux pour les industriels italiens. L'entreprise vend ses produits dans plus de 50 pays dans le monde. Actuellement, le site roumain fournit le marché américain. Il travaille aussi sur des pièces destinées au réacteur à fusion nucléaire français, ITER. Mais Walter Tosto est loin d'être la seule entreprise italienne à avoir fait le choix d'une implantation en Roumanie. Un autre groupe spécialisé dans la confection a jeté son dévolu sur le pays. À 100 km au nord de Bucarest, cette société italienne qui génère un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros et emploie 2000 personnes, dispose d'ateliers qui s'occupent de la finition de vêtements pour les plus grandes marques. Comme dans d'autres pays plus lointains, des centaines d'ouvriers roumains, principalement des femmes, usent, délavent ou déchirent des pièces brutes à la main ou à l'aide de machines spécifiques. Ici, tout est standardisé, chaque trou, chaque effet vieilli est mesuré et reproduit à l'identique pour un même modèle de jeans. Pour viser une meilleure rentabilité, ce travail de finition qui s'intègre à un processus industriel international s'opère en général hors de l'Union, dans des pays où les coûts de main-d'œuvre sont réduits. Mais grâce au niveau bas des salaires en Roumanie, les entreprises ont la possibilité de le faire réaliser au sein même de l'Europe. Il y a un retour aux produits physiques, aux produits concrets, à l'économie réelle et visible. Je pense que c'est un processus qui a déjà commencé. La production restera dans ces pays et retournera aussi certainement en Italie parce que cela fait partie de notre histoire culturelle. Pour qu'elle bénéficie pleinement de cette mobilité, l'Europe doit encore éliminer les points faibles de son marché unique et se lancer davantage dans une recherche commune de solutions. Merci de votre attention. À bientôt.